Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances. En 1788, la France est un État monarchique, gouverné par Louis XVI, mais c'est aussi un assemblage de provinces rattachées au royaume au cours des siècles, différentes par leur langue, leur système juridique ou leurs impôts. Pour la majorité des 24 millions de Français, Versailles est loin, et le lien qui rattache chaque territoire, chaque corps au roi et à l'État s'est construit sur une histoire singulière et sur des privilèges négociés. La légitimité politique du monarque repose ainsi sur son pouvoir de droit divin, mais également sur le respect de ses droits. Dès lors, peut-on dire que le pouvoir de Louis XVI est absolu ? Si l'on s'arrête au portrait du roi en costume de sacre, peint par Duplessis en 1777, tous les attributs de l'absolutisme sont présents et symbolisent la réunion du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire entre les mains d'un seul homme, choisi par Dieu. Mais la représentation de la monarchie par elle-même n'exprime pas la réalité du pouvoir exercé. Au cours du XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont d'ailleurs réinterrogé la légitimité du lien qui unit le roi et son peuple, et ce questionnement ne s'est pas tari. À la veille de la Révolution, Louis XVI doit composer avec des corps intermédiaires, les parlements, les États provinciaux et théoriquement les États généraux, qui même s'ils n'ont pas été réunis depuis 1614, représentent dans les lois fondamentales du royaume l'opportunité de consulter l'opinion de tous les sujets et de retisser le lien qui unit le roi à sa population quand les circonstances l'exigent. Et en 1788, les circonstances vont l'exiger. L'hiver a été très rigoureux et une partie de la population n'arrive tout simplement plus à se nourrir. Cette situation rencontre un autre mal, celui de la dette colossale de la France. L'État monarchique coûte cher, tant pour assurer le contrôle de son territoire que pour financer le faste d'une cour qui doit prouver sa splendeur auprès des États voisins. La concurrence entre les puissances européennes a mené Louis XVI à soutenir militairement la guerre d'indépendance américaine contre la monarchie britannique. Or, la guerre a un coût et ses dépenses achèvent de creuser le déficit. La dette impose une pression fiscale sur les sujets et se rajoute au poids des droits seigneuriaux hérités du système féodal. Dans les faits, le fardeau repose sur le tiers-État qui paye la grande majorité des impôts alors que la noblesse et le clergé bénéficient toujours de leurs privilèges. Cette inégalité est à ce moment perçue comme une injustice indéfendable et alimente un mécontentement croissant. Deux problèmes se posent alors, qui sont liés l'un à l'autre. Comment remplir les caisses de l'État avec de nouveaux impôts mieux répartis ? Et comment transformer l'administration du territoire pour favoriser le consentement de toute la population aux réformes entreprises par la monarchie ? Le mythe de la Révolution française a réduit l'événement à une lutte entre un peuple révolté et un roi attaché à l'ordre établi. Or, la monarchie est à ce moment dans une dynamique de réforme et de modernisation, inspirée de la pensée intellectuelle du XVIIIe siècle. C'est cette politique que Louis XVI et ses ministres tentent de faire passer auprès des grands nobles en réunissant une assemblée de notables en 1787. Leur opposition crée une impasse, alors même que la monarchie ne peut plus ignorer les mouvements qui émergent dans les provinces contre un pouvoir jugé arbitraire. C'est le cas dans le Dauphiné, en juin 1788, où les trois ordres réunis expriment le vœu de former des assemblées nationales pour discuter les intérêts et assurer la félicité publique. Ce sera ensuite le cas en Bretagne, en janvier 1789, lors d'affrontements entre le tiers-État et la noblesse. En fait, les tensions deviennent horizontales au sein de la société. Elles opposent localement un tiers-État qui se réclame de la nation et des ordres privilégiés divisés et en partie hostiles au changement de fiscalité. C'est dans ce contexte que le roi, secondé par son ministre Necker,
convoque les États généraux le 24 janvier 1789 pour, selon ses termes, surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances et pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. Des députés des 3 ordres doivent être élus pour représenter l'ensemble du territoire français, défendre les intérêts de chaque ordre et porter à Versailles les doléances recueillies auprès de la population. Chaque corps, chaque ville, chaque village est amené à exprimer ses plaintes et ses avis sur les besoins du royaume. Ces milliers de textes, sondages incroyables d'une France en crise, sont remontés aux assemblées des bailliages. C'est au niveau de cette circonscription judiciaire que les députés sont élus et que les cahiers de doléances définitifs sont rédigés. Ces premiers mois de 1789 sont ainsi l'occasion d'un mouvement massif et inédit de débats, de réunions et donc de politisation dans toutes les couches de la société. La question des droits, des liens entre la nation et le roi, de la liberté individuelle et des libertés provinciales sont discutées dans les assemblées de village, dans la presse, dans les cafés, les clubs et même dans la rue. Plusieurs écrits fondamentaux sont publiés et se diffusent, donnant à l'opinion publique un nouveau vocabulaire pour exprimer les aspirations d'un peuple que Sieyès définit politiquement comme étant la nation. Les élections sont aussi l'occasion pour plusieurs provinciaux engagés dans ces débats de devenir de véritables porte-parole. Barnave dans le Dauphiné, Robespierre dans le Nord, Touret en Normandie ou Mirabeau en Provence, ils sont tous élus pour représenter et défendre le tiers-État à Versailles. Ils réclament tous une réforme du vote au sein des États généraux au profit d'un vote par tête et non plus par ordre. Ils sont tous pour un nouvel exercice du pouvoir partagé entre la nation et le roi.